Le vieil homme, tassé à côté de l'entrée, dressa l'oreille. Il n'avait jamais entendu ce nom sur la Sévastopolskaïa. Ce n'était même pas un nom d'ailleurs, mais un surnom, tout comme le sien, Omer, acquis ici à la station, en lieu et place de son très ordinaire Nikolai Ivanovitch natal. Ses compatriotes l'avaient surnommé ainsi en hommage à l'écrivain grec, tant son appétit pour les histoires et les rumeurs était insatiable. « Voici votre nouveau brigadier », avait annoncé le colonel aux sentinelles qui observaient le nouveau venu, un homme aux épaules larges portant un gilet en kevlar et un casque lourd, avec une curiosité teintée de méfiance. L'autre, faisant fi de la politesse, détourna le regard d'un air détaché. Les tunnels et les fortifications semblaient l'intéresser davantage que les hommes dont on lui confiait la responsabilité. Il broya les mains tendues de ses subalternes sans se présenter lui-même. Opinant silencieusement, il mémorisait leurs patronymes, soufflant la fumée de sa cigarette sur leur visage pour instaurer une forme de distance. Dans l'ombre de la visière relevée, entourée de cicatrices, telle une meurtrière, brillait un œil dont toute émotion semblait absente. Ni alors, ni plus tard, nul n'osa se renseigner sur son nom. Et voilà 2 mois qu'on l'appelait simplement brigadier. On avait décidé que la station avait investi dans un de ces mercenaires hors de prix, qui taisaient tant leur nom que leur passé. Hunter. Omer goûta ce nom étrange sur ses lèvres. Voilà qui seyait davantage à un berger allemand qu'à un être humain. Il sourit par-devers lui. Dire qu'il se souvenait encore de cette race de chiens. Comment le cerveau stockait-il autant d'informations? Plus Omer répétait ce nom, plus il lui semblait étrangement familier. Où avait-il bien pu l'entendre auparavant? Il était certain qu'il se tapissait quelque part dans sa mémoire, recouvert de l'épaisse couche de sédiments que forment les noms, les faits, les chiffres, toutes ces informations inutiles concernant la vie des autres, qu'Omer écoutait avec avidité et s'efforçait de retenir. Hunter. Le vieil homme fouilla dans sa mémoire. Était-ce un célèbre hors-la-loi dont la tête avait été mise à prix par la Hanse? Non, il était loin du compte. Un stalker peut-être. Encore manqué. Quelqu'un du haut commandement? Voilà qui était plus vraisemblable, et à la renommée légendaire de surcroît. Omer regarda une nouvelle fois à la dérobée le visage impassible, comme frappé d'hémiplégie, du brigadier. Son nom de chien lui allait à merveille. « Je veux 2 hommes avec moi », dit le brigadier, et sans consulter l'intéressé, il poursuivit. « Je prends Omer parce qu'il connaît très bien les tunnels. Choisissez le second à votre guise, mais donnez-moi un bon marcheur, pour faire office de courrier. Je pars aujourd'hui. » Istomine opina du chef, puis se reprenant consulta le colonel d'un regard interrogateur. L'autre, la mine renfrognée, grogna qu'il n'y voyait aucune objection, malgré sa résistance obstinée de ces derniers jours pour conserver chacun de ces hommes valides. Personne ne semblait intéressé par la vie d'Omer, mais lui-même ne comptait pas lever d'objection. Malgré son âge, il n'avait jamais refusé de telles missions. Il avait ses propres raisons. Le brigadier arracha de la table son casque lourd et se dirigea vers la sortie. Suspendant son mouvement sur le seuil, il lança à Omer avant de s'éloigner. « Dis au revoir au tien, on part pour longtemps. T'encombre pas de munitions, je fournis. » Le vieillard bondit à sa suite pour demander ce à quoi il devait s'attendre au cours de cette mission. Mais quand il sortit sur le quai, Hunter était déjà loin, et Omer renonça à le rattraper, se contentant de l'accompagner du regard avec un hochement de tête. Contrairement à son habitude, le brigadier ne se coiffa pas de son casque. L'avait-il oublié, préoccupé qu'il était par d'autres pensées, ou avait-il simplement besoin d'air? Quand il dépassa un groupe oisif de jeunes éleveuses de cochons en pleine pause déjeuner, des chuchotements s'élevèrent dans son sillage. « Oh, mon Dieu, les filles! Quel monstre !
Où tu l'as déterré, celui-là? Istomine venait de se laisser choir sur sa chaise, l'air soulagé, alors que sa main boudinée se tendait vers le paquet de papier à cigarette. On disait que les feuilles apportées par les stalkers, que l'on fumait avec tant de délectation, provenaient des environs de la station Bitsevsky Park. Une fois, par pure plaisanterie, le colonel avait approché un dosimètre du paquet de tabac, et celui-ci avait émis un crépitement sinistre. Le vieil homme avait cessé de fumer dans l'heure, et sa toux nocturne, présage d'un cancer des poumons, avait commencé à refluer. Istomine, quant à lui, avait toujours refusé de croire à la radioactivité des feuilles de tabac, et il avait, non sans raison, rappelé à Denis Mikhailovitch que, dans le métro, tout luisait plus ou moins. « De vieilles connaissances », répondit sans entrain le colonel. Il se tut quelques instants avant de reprendre. Il n'était pas comme ça avant. Il lui est arrivé quelque chose. En juger par sa tronche, je dirais qu'il lui est clairement arrivé quelque chose, lâcha le chef de la station dans un ricanement sourd. Puis il se tourna précipitamment vers la porte pour vérifier que Hunter n'était plus à portée de voix. Le commandant du périmètre aurait eu mauvaise grâce à se plaindre du retour du brigadier des brumes glaciales du passé. À peine arrivé dans la station, il en était devenu l'un des piliers de défense. Mais jusqu'à ce jour, Denis Mikhailovitch n'arrivait pas à croire pleinement à cette réapparition. L'année précédente, la nouvelle de la mort aussi étrange que terrible de Hunter s'était répandue à travers le métro, tel un écho des tunnels. Et quand 2 mois plus tôt il avait frappé à la porte du réduit où logeait le colonel, celui-ci s'était signé à la hâte avant de l'inviter à entrer. La surprenante facilité avec laquelle le revenant avait traversé les cordons de sécurité, comme s'il pouvait se rendre invisible aux yeux des sentinelles, l'incitait à douter que ce miracle fût de bon augure. Par l'œilleton embué de la porte, on distinguait un profil familier, un cou de bœuf, un crâne parfaitement lisse et un nez légèrement écrasé. Mais pour une raison inconnue, le visiteur nocturne restait figé, ne présentant qu'une moitié de visage, la tête inclinée, sans chercher à rompre le lourd silence. Jetant un regard de regret vers la bouteille débouchée sur la table, le colonel avait pris une profonde inspiration et fait glisser le verrou. La coutume voulait que l'on prête assistance aux siens sans discrimination, entre les morts et les vivants. Hunter avait levé le regard une fois que la porte s'était grande ouverte. Le colonel avait alors compris la raison pour laquelle son visiteur dissimulait l'autre moitié de son visage, par crainte de ne pas être reconnu. Le colonel, pourtant endurci, et pour qui le commandement de la garnison de la Sévastopolskaïa n'était qu'une retraite paisible comparée au reste de sa carrière, avait grimacé à sa vue comme s'il venait de se brûler, puis avait souri d'un air contrit. « Excuse-moi, avait-il dit, je n'ai pas pu me retenir. » Il n'avait eu droit à aucune réponse de son hôte, pas même un sourire. Durant les mois précédents, les balafres qui le défiguraient avaient eu le temps de cicatriser un peu, mais du Hunter d'autrefois ne subsistait presque aucune trace. Il avait refusé catégoriquement d'évoquer les circonstances miraculeuses de sa survie, et n'avait répondu à aucune des questions du colonel, faisant mine de ne pas les entendre. Pire encore, il avait insisté pour que Denis Mikhailovitch n'informe personne de sa réapparition, en paiement d'une ancienne dette. L'autre avait dû faire taire son bon sens, qui exigeait un rapport immédiat à ses supérieurs, et laisser Hunter en paix. Cependant, le vieil homme avait procédé à de discrètes vérifications. Son hôte n'était impliqué dans aucune affaire louche, et plus personne ne recherchait celui dont on avait fait le deuil. Certes, sa dépouille n'avait jamais été retrouvée, avait-on dit au colonel. Mais si Hunter avait survécu, il aurait immanquablement donné des signes de vie. Postulat auquel le vieil homme avait acquiescé. Comme toute personne disparue, Hunter, ou plus précisément son image imprécise et embellie, avait donné naissance à une bonne dizaine de mythes et de légendes urbaines. Cette position semblait parfaitement lui convenir.
Aussi n'avait-il pas cherché à détromper ses anciens camarades qu'il avait enterrés vivants. Conscient de ses dettes, et parvenu aux bonnes conclusions, Denis Mikhailovitch s'était apaisé, et était même entré dans son jeu, ne l'appelant jamais par son nom en présence de tiers. Et sans s'étendre sur les détails, il avait fait entrer Istomine dans la confidence. L'autre y était indifférent. En effet, le brigadier gagnait plus qu'amplement sa soupe, par sa présence jour et nuit au front, dans les tunnels sud. On ne le voyait presque jamais dans la station, où il ne venait qu'une fois par semaine, le jour du bain. Et même s'il n'avait échoué ici que pour échapper à des poursuivants inconnus, cela ne dérangeait en aucune manière Istomine, qui ne refusait jamais les services de mercenaires, même avec les antécédents les plus sombres, tant qu'il ne rechignait pas à la tâche. Avec le brigadier, la question ne se posait pas. Après le premier engagement auquel il prit part, le mécontentement des sentinelles, blessés par l'attitude hautaine de leur nouveau commandant, disparut. Quand ils virent le détachement inhumain, froid et méthodique, ou parfois pointer la satisfaction, avec lequel il éradiquait tout ce qui était promis à la mort, les factionnaires tirèrent leurs propres conclusions. Plus personne ne chercha à fraterniser avec le brigadier asocial, mais on obtempérait sans broncher à ses ordres, de sorte qu'il n'eut jamais à élever sa voix éraillée. Cette voix portait en elle quelque chose d'hypnotique, et même le responsable de la station opinait du chef à chaque fois que Hunter lui adressait la parole, sans attendre qu'il eût fini sa phrase, simplement par principe, au cas où. Pour la première fois depuis plusieurs jours, l'atmosphère dans le bureau d'Istomine s'allégea, comme si un orage silencieux, aussi prompt à éclater qu'à prendre fin, venait d'y crever la tension accumulée. Tout sujet de discorde avait disparu. Il n'y avait pas meilleur combattant que Hunter, et s'il mourait dans les tunnels, il ne resterait aux occupants de la Sévastopolskaïa qu'un ultime recours. « Alors je commence les préparatifs de l'opération » demanda le colonel, sachant pertinemment que le responsable de la station aborderait le sujet. « Je pense que 3 jours devraient être suffisants » lâcha Istomine les yeux mi-clos, alors qu'il allumait son briquet. « De toute façon, on ne pourra pas se permettre de les attendre plus longtemps. À ton avis, combien nous faudra-t-il d'hommes ? J'ai un commando d'intervention qui n'attend plus qu'un ordre. Je vais m'occuper des autres, ce qui me fera une 20aine d'hommes en plus. Si après-demain nous n'avons pas de leurs nouvelles, le colonel désigna la porte d'un signe de tête. Je te conseille de décréter la mobilisation générale. On va tenter une percée. Les sourcils d'Istomine s'arquèrent de surprise, mais il n'objecta rien, se contentant de tirer longuement sur sa cigarette, dont on pouvait entendre le crépitement discret. Denis Mikhailovitch s'empara de quelques feuilles répandues sur la table, et, approchant les yeux myopes du papier, entreprit d'y tracer des schémas mystérieux, inscrivant des cercles, patronymes et surnoms. Une percée. À travers les volutes de fumée, le responsable de la station regardait par-dessus le crâne chauve du vieillard le grand plan du métro, accroché au mur. Jauni, sale, recouvert d'annotations, les flèches des marches forcées, les cercles des sièges, les étoiles des cordons de sécurité, les points d'exclamation des zones interdites. Ce plan représentait à lui seul la chronique de la décennie écoulée, 10 années qui n'avaient pas connu un seul jour de répit. En dessous de la Sévastopolskaïa, les annotations s'arrêtaient abruptement après la Youjnaïa. Aussi loin que pouvait se le rappeler Istomine, personne n'en revenait vivant. La longue ligne rampant vers le sud, telle une racine, restait vierge de tout pictogramme. La conquête de la ligne Serpoukovskaïa n'était pas à la portée des habitants de la Sévastopolskaïa. Même en unissant toutes leurs forces, les survivants de l'humanité irradiée s'y seraient cassés les dents. Désormais, la brume blanchâtre de l'incertitude enveloppait également l'autre tronçon de leur ligne, celui qui courait vers le nord, vers la Hanse, vers les hommes. Nul de ceux à qui le colonel ordonnerait de se préparer au combat ne chercherait à s'y soustraire.
À la Sévastopolskaïa, la guerre commencée 20 ans plus tôt, qui visait l'éradication de l'être humain, n'avait jamais cessé. À vivre si longtemps aux côtés de la mort, on en vient à ne plus la redouter. La peur cède la place à l'indifférence, au fatalisme, à la superstition et aux instincts bestiaux. Mais qui pouvait dire avec certitude ce qui les attendait là, entre les stations Nakimovski Prospect et Serpukhovskaïa? Qui pouvait affirmer qu'il était vraiment possible de percer cette barrière mystérieuse, et qu'au-delà, il y avait encore quelque part où aller? Istomin se remémora son dernier séjour à la Serpukhovskaïa. Des étals de marchandises, des couchettes pour vagabonds, des paravents derrière lesquels dormaient et s'aimaient les habitants plus aisés. On n'y produisait rien. Il n'y avait ni serre ni enclos à bétail. Les résidents de cette station, resquilleurs et escamoteurs, vivaient de la spéculation, revendant des marchandises périmées obtenues à vil prix auprès des caravanes en retard, ainsi que des services illégaux qu'ils rendaient aux citoyens de la ligne circulaire. Ce n'était pas une station, mais un parasite, une tumeur sur le corps puissant de la Hanse. L'union des riches stations commerçantes de la ligne circulaire, baptisée judicieusement la Hanse en souvenir de son modèle germanique, était le dernier rempart de la civilisation, dans un métro s'enlisant toujours davantage dans la misère et la barbarie. La Hanse, c'était une armée régulière, l'éclairage électrique dans la plus petite des stations, et une miche de pain garantie à tous ceux dont le passeport portait le cachet tant convoité de la citoyenneté. Ce passeport coûtait une fortune au marché noir, et si le détenteur d'un faux se faisait prendre par les gardes frontaliers, il le payait de sa vie. Sa force et sa richesse, la Hanse les devait bien entendu à sa configuration. La ligne circulaire ceinturait le faisceau des lignes radiales, ses correspondances permettant le passage des unes vers les autres et les unissant ainsi en un tout. Les colporteurs acheminant le thé de VDNKH ou les munitions des manufactures d'armes de la Bomanskaya préféraient vendre leurs marchandises au comptoir de la Hanse le plus proche et s'en retourner chez eux. Mieux valait en tirer un prix modique que de se lancer, à la poursuite du profit, dans une traversée du métro qui pouvait sonner le glas de leur carrière à chaque instant. Parfois la Hanse annexait les stations limitrophes, mais la plupart du temps elles conservaient leur indépendance et devenaient sous le regard bienveillant de leurs puissants voisins des territoires gris, où se montaient des affaires dans lesquelles les bonzes de la circulaire ne voulaient pas être impliqués nommément. Bien entendu, les stations radiales grouillaient d'espions et restaient dans le giron financier de la Hanse, même si officiellement elles conservaient un statut indépendant. Telle était la Serpukhovskaïa. Dans un des tunnels qui en partait, une rame qui n'avait pas atteint la station voisine Toulskaïa se trouvait arrêtée à tout jamais. Elle était occupée désormais par une secte, raison pour laquelle elle était marquée sur le plan d'une croix catholique, qui avait décidé d'en faire son havre au milieu des ténèbres. Sans les missionnaires prosélytes friands d'âmes égarées qui envahissaient les stations alentours, Istomin n'aurait nourri aucun grief contre elle. D'ailleurs, les bergers de Dieu n'arrivaient jamais jusqu'à la Sévastopolskaïa, et à ceux qui passaient à côté de leur refuge, ils ne créaient jamais d'autre ennui qu'un léger retard à cause de leur discours pour le salut de l'âme. En outre, le second tunnel qui reliait la Serpukhovskaïa et la Toulskaïa était dégagé et praticable. Aussi les caravanes locales l'utilisaient-elles souvent. Le regard d'Istomin glissa sur la ligne vers le sud. La Toulskaïa, une colonie régressant peu à peu vers un état primitif, qui ramassait les miettes des convois de la Sévastopolskaïa et des marchands roublards de la Serpukhovskaïa. On y vivait de tout et de rien, qui réparait des ustensiles usagés, qui allait se poster des jours entiers, accroupi à la frontière de la Hanse, en attendant le prochain contremaître aux penchants esclavagistes. Ils vivent chichement, mais ils n'ont pas le regard fuyant des filous de la Serpukhovskaïa, pensa Istomin. Et l'ordre y règne davantage, à croire que le danger les rend plus solidaires.
La station suivante, la Nagatinskaya, était marquée sur son plan par un court tiré « Station déserte ». Ce n'était pas tout à fait vrai. Personne n'y séjournait très longtemps. Mais parfois la racaille de toutes sortes s'y retrouvait, et y menait une existence sombre et bestiale. Dans l'obscurité la plus absolue, des couples s'y enlaçaient, fuyant le regard des autres. De temps à autre on y apercevait entre les colonnes la lueur malingre d'un feu, et autour quelques assassins tenant un conclave secret. Seuls dormaient dans cette station les ignorants ou les plus téméraires. Tous les visiteurs de ces lieux n'étaient pas humains, loin s'en fallait. Dans les ténèbres bruissantes et visqueuses qui emplissaient la Nagatinskaya, apparaissaient parfois des formes cauchemardesques. S'y élevaient alors, déchirant l'air vicié et effrayant temporairement les sans-abri, le hurlement strident d'un malheureux que l'on traînait vers une tanière pour l'y dévorer lentement. Les vagabonds ne s'aventuraient jamais au-delà de la Nagatinskaya, et jusqu'aux avant-postes de la Sévastopolskaya s'étendait un no man's land. Une appellation à la réalité toute relative. Ces tunnels avaient bel et bien des occupants qui veillaient au respect de leurs frontières, mais même les éclaireurs de la Sévastopolskaya préféraient ne jamais les rencontrer. À présent, quelque chose de nouveau était apparu dans les tunnels. Quelque chose de jamais vu, qui dévorait tous ceux qui empruntaient un itinéraire, semblait-il, bien balisé depuis longtemps. Comment savoir si sa station, même en appelant aux armes tous ceux capables de se battre, pouvait opposer une force suffisante pour vaincre cette menace? Istomine se leva lourdement de sa chaise, se traîna jusqu'au plan, et entoura de son crayon à encre le tronçon reliant le point appelé Serpukhovskaya à celui baptisé Nakimovski Prospect. Il traça en gras un point d'interrogation. Son intention était de le positionner à côté de Nakimovski, mais au final, le dessin jouxtait la Sévastopolskaya. Au premier regard, la Sévastopolskaya semblait inoccupée. Sur les quais, il n'y avait nulle trace des grandes tentes militaires qui d'ordinaire servaient d'habitation. Seuls les contours des retranchements, empilement de sacs de sable rappelant des fourmilières, étaient arrachés à la pénombre par l'éclat terne de quelques lampes. Mais les postes de tir étaient déserts, et les sobres colonnes carrées recouvertes d'une épaisse couche de poussière. Tout était agencé de sorte qu'un improbable visiteur étranger conclut sans l'ombre d'un doute que la station était abandonnée depuis des lustres. Cependant, si le visiteur indésirable s'attardait ne fût-ce que quelques minutes, il risquait de ne jamais repartir. Les tireurs d'élite et les servants des mitrailleuses, qui montaient une garde permanente dans la station jumelle de Kakhovskaya, rejoignaient les retranchements en quelques secondes. Et l'impitoyable éclat des lampes à mercure, qui remplaçait la lueur blafarde des plafonniers, consumait la rétine des hommes et des créatures habitués à la pénombre des tunnels. Ce quai était la dernière et la plus minutieusement conçue ligne de défense des occupants de la station. Quant à leur habitation, elle se trouvait dans les entrailles de cette station piège. Sous les dalles de granit du quai, dissimulées aux yeux de tous, s'étendait un autre niveau qui ne cédait pas en surface à la salle principale, mais qui, à l'instar d'une ruche, était divisé en de nombreux alvéoles. S'y trouvaient des chambres chaudes, sèches et bien éclairées, des machines au ronronnement permanent qui purifiaient l'eau et l'air, des serres hydroponiques. La sensation de confort et de sécurité n'enveloppait les habitants des lieux que lorsqu'ils se terraient dans les tréfonds de leur station. Omer savait que le combat décisif ne se jouerait pas dans les tunnels septentrionaux, mais chez lui. Il se traînait dans le couloir étroit, dépassant des portes entr'ouvertes, le pas de plus en plus lent à mesure qu'il approchait de la sienne. Il devait revoir sa tactique et répéter ses répliques. Le temps lui était compté. « Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse ? C'est un ordre. Tu connais très bien la situation. Si tu crois qu'on a pris la peine de me consulter, ne fais pas la petite fille, c'est incroyable ça. Comme si j'avais réclamé d'en être. Non, je ne peux pas.
Et puis quoi encore? Bien sûr que je ne peux pas. Refuser la mission, mais ce serait de la désertion. Le vieil homme ne cessait de marmonner tout en marchant. Sa voix prenait tour à tour des intonations sévères, résolues et offusquées, puis se faisait douce, en mode mineur, comme pour convaincre quelqu'un. Arrivé sur le seuil de chez lui, il reprit son monologue au début. Les larmes étaient inéluctables, il le savait, mais il n'avait pas l'intention de renoncer. Paré pour la bataille, le vieillard fit jouer la clenche de sa porte. Des 9 mètres carrés et demi, luxe inouï qu'il avait attendu 5 années durant, errant d'hébergement collectif en hébergement collectif, 2 étaient occupés par un lit superposé de l'armée, un par une table de cuisine, et 3 autres par des piles de vieux journaux qui montaient jusqu'au plafond. Aurait-il vécu en vieux garçon que cette montagne de papier se serait un beau jour effondrée, l'engloutissant sous sa masse. Cependant, 15 ans plus tôt, il avait rencontré une femme qui était non seulement prête à accepter la présence de cette abondante paperasse poussiéreuse dans leur minuscule chez eux, mais qui prenait aussi le temps de la réarranger minutieusement pour prévenir le risque de voir la chambre se transformer en un Pompéi de papier. De manière générale, elle était prête à supporter beaucoup. Depuis les coupures de journaux aux titres alarmistes tels que « La course à l'armement va bon train »,« Les Américains testent de nouveaux antimissiles »,« Notre bouclier nucléaire renforcé »,« Les provocations continuent », ou encore « La coupe est pleine », qui tapissaient les murs de leur chambre du sol au plafond, jusqu'à ces veillées nocturnes à noircir les pages de vieux cahiers d'écolier de son stylo-bille rongé, à la lumière de l'ampoule électrique. Avec une telle quantité de papier, il était impensable de s'éclairer à la bougie. Son sobriquet, enfin, mi-figue, mi-raisin, qu'il portait avec fierté, mais que tout le monde prononçait avec un demi-sourire condescendant. Elle pouvait en supporter beaucoup, mais pas tout. Pas son entêtement infantile à vouloir toujours être dans l'œil du cyclone pour voir ce qui s'y passait réellement. N'avait-on pas idée, à presque 60 ans, non plus que son inclination à accepter avec insouciance toute mission que lui confiaient les dirigeants de la station, oubliant que lors d'une expédition récente il avait failli ne pas revenir d'outre-tombe. Et surtout pas l'idée qu'elle pourrait le perdre et redevenir seule au monde. Après avoir accompagné Homer à son tour de garde, obligation qu'il devait accomplir une fois par semaine, elle ne restait jamais chez elle. Pour échapper aux pensées angoissantes, elle rendait visite aux voisins ou partait travailler, même si ce n'était pas son tour. L'indifférence masculine à l'égard de la mort lui semblait stupide, égoïste et criminelle. Homer la trouva chez eux par hasard. Elle était passée se changer après le travail. Elle venait d'enfiler les bras de son chandail de laine rapiécé et était restée là, les cheveux sombres déjà striés de blanc en bataille, un voile d'effroi dans ses yeux noisettes. « Nikolai, il est arrivé quelque chose. Ton tour de garde devait durer jusqu'à pas d'heure. » Homer perdit toute envie de lui confier la décision qu'il avait prise. Il hésita. Peut-être valait-il mieux apaiser ses craintes et lui glisser la nouvelle au dîner. « Seulement ne t'avise pas de mentir, lui lança-t-elle en guise d'avertissement, captant son regard fuyant. « Écoute, Helena, il se trouve que... » commença-t-il. « Personne n'est... » Elle lui posa la question la plus importante, la plus effrayante, n'osant pas prononcer le mot « mort », comme si ses inquiétudes pouvaient prendre corps. « Non, non, » dit Homer en secouant la tête. « On m'a relevé de la garde. » Puis il ajouta d'un ton anodin. « On m'envoie vers la Serpoukovskaya. »« Mais... » Helena s'interrompit. « Mais là-bas, est-ce qu'ils sont déjà revenus ? On dit que... » « Mais non, on dit n'importe quoi, il n'y a rien là-bas, » s'empressa-t-il de répondre. Helena pivota sur elle-même, s'approcha de la table, déplaça la salière, lissa un pli sur la nappe. « J'ai eu un songe, » lâcha-t-elle en s'éclaircissant la voix. « Mais tu as toujours un mauvais songe, » insista-t-elle, têtue. Puis elle fut secouée d'un sanglot. « Écoute, je ne peux pas... C'est un ordre, » balbutia-t-il en lui caressant la main.
soudain conscient que son monologue tant répété ne lui servirait à rien. « Il n'y a qu'à y aller, le borgne !» cracha-t-elle, à travers les larmes en retirant brusquement sa main. « Qu'il y aille, ce diable aberré, au lieu de passer sa vie à donner des ordres. Qu'est-ce que ça lui change? De toute sa vie, il n'a eu que sa Kalachnikov pour compagne. Qu'est-ce qu'il y comprend ?» Quand une femme est en pleurs, il est impossible d'étancher ses larmes sans fouler aux pieds ses propres décisions. Omer avait honte de lui-même, et le cœur rempli de compassion. Il aurait été si simple de se rétracter, de sécher ses larmes avec la promesse du refus de cette mission, pour se lamenter plus tard et regretter l'opportunité qu'il aurait laissé échapper. Cette chance était sans doute la toute dernière de sa vie, qui, selon les standards d'ici-bas, était d'une longueur rare. Aussi ne souffla-t-il mot. Il était temps d'y aller, de rassembler les officiers pour leur distribuer les ordres. Mais le colonel restait assis dans le bureau d'Istomine sans prêter attention à la fumée de tabac, d'ordinaire si agaçante et tentatrice. Alors que le chef de la station chuchotait pensivement en parcourant du doigt sa carte fatiguée du métro, Denis Mikhailovitch essayait toujours de comprendre quel était l'intérêt de Hunter dans l'affaire. Derrière son apparition mystérieuse dans la station, sa volonté de s'y établir, les précautions dont il s'entourait à chaque fois qu'il s'y rendait, toujours affublé de son casque qui masquait son visage, ne pouvaient se dissimuler qu'une seule chose. Istomine avait raison. Hunter fuyait réellement quelqu'un. S'installant aux fortifications sud, où il remplaçait à lui seul un détachement, et se rendant peu à peu irremplaçable, il gagnait du crédit. Désormais, si quelqu'un réclamait qu'on lui livre cet homme, quelle que fût la contrepartie en échange de sa tête, ni Istomine ni le colonel lui-même n'envisageraient un seul instant d'accéder à la requête. Hunter avait trouvé un abri parfait. La Sévastopolskaïa ne recevait jamais la visite d'étrangers, et les commerçants itinérants locaux, contrairement aux colporteurs des autres stations, savaient tenir leur langue quand ils parcouraient le métro. Dans cette petite Sparte agrippée à son lopin de terre, aux confins du monde, la fiabilité et la férocité au combat étaient des qualités suprêmes, et chacun ici savait respecter les secrets. Pourquoi alors renoncer à tout ça? Pourquoi se porter volontaire pour une mission qu'Istomine ne se serait jamais résolu à lui confier? Pourquoi risquer d'être reconnu en remontant vers la Hanse? Le colonel ne parvenait pas à croire que le sort des quelques éclaireurs disparus inquiétait véritablement le brigadier qui ne se battait pas pour la Sévastopolskaïa par amour de la station, mais pour des raisons connues de lui seul. Se pouvait-il qu'il fût en mission? Voilà qui aurait expliqué bien des choses. Son arrivée soudaine, le secret dont il s'entourait, l'obstination dont il faisait preuve en dormant dans un sac de couchage dans les tunnels, et enfin sa décision subite de prendre le chemin de la Serpoukovskaïa. Mais dans ce cas, pourquoi lui avait-il demandé de ne pas informer les autres de sa réapparition? Par qui pouvait-il être envoyé sinon par eux? Par qui? Le colonel réprima péniblement l'envie de se régaler d'une des cigarettes roulées du chef de la station. Non, c'était impossible. Hunter, l'un des piliers de l'ordre. Cet homme à qui des dizaines, voire des centaines d'individus étaient redevables de leur vie, et parmi eux Denis Mikhailovitch lui-même. Non, pas celui qu'il était à l'époque, se dit le colonel. Mais le Hunter revenu des morts était-il le même homme? À supposer qu'il obéissait aux ordres de quelqu'un, avait-il pu recevoir un quelconque signal? Cela signifiait-il que la disparition des caravanes d'armes et des groupes d'éclaireurs n'était pas le fruit du hasard, mais venait s'inscrire dans un plan bien plus vaste? Quel était alors le rôle du brigadier? Le colonel secoua violemment la tête, comme pour jeter à terre les soupçons qui, tels des parasites, assaillaient son esprit. Comment pouvait-il méconsidérer de la sorte un homme qui lui avait sauvé la vie? D'autant que, jusqu'à cet instant, Hunter avait servi la station d'une manière irréprochable, et que rien dans son comportement n'appelait à douter de lui. Aussi Denis Mikhailovitch s'interdisant de qualifier, même en pensée, Hunter d'espion,
et de saboteur, prit une décision. « On s'envoie un petit thé, et je file voir mes petits gars », lâcha-t-il avec un entrain exagéré en faisant craquer ses articulations. Istomine s'arracha à sa contemplation et eut un sourire fatigué. Il tendit la main vers son téléphone à cadran suranné pour appeler l'ordonnance. Mais l'appareil se mit soudain à sonner. Les deux hommes sursautèrent et échangèrent un regard. Cette sonnerie, ils ne l'avaient pas entendue depuis une semaine. L'officier de service venait toujours frapper à la porte pour faire ses rapports, et personne d'autre ne pouvait appeler le chef de station sur la ligne directe. Istomine à l'appareil, lâcha l'intéressé d'une voix méfiante. « Vladimir Ivanovitch, j'ai la Toulskaya en ligne, » dit l'opérateur dans un souffle. « Seulement, on entend très mal. On dirait que ce sont les nôtres. Je vous mets en relation. »« Plus vite que ça !» aboya le chef de station, alors que son poing percutait la table et faisait trembler le combiné. L'opérateur se tut, apeuré. Puis il y eut comme un éternuement, suivi d'un chuintement. Et enfin leur parvint une voix lointaine et déformée, au point de n'être plus reconnaissable. Helena se tourna vers le mur pour cacher ses larmes. Que pouvait-elle faire d'autre pour le garder auprès d'elle? Pourquoi était-il si joyeux à l'idée de se carapater de la station, en s'abritant systématiquement derrière ces histoires éculées d'ordre et de sanctions pour désertion? Que n'avait-elle fait et consenti durant ces 15 dernières années pour l'apprivoiser? Et voilà qu'à nouveau il était attiré par les tunnels. Comme si l'escompté y trouvait autre chose que l'obscurité, le vide et la mort. Que lui manquait-il ici? Omer entendait ses reproches aussi clairement que si elle les avait formulés à haute voix. Il se sentait comme le dernier des rustres, mais il était trop tard pour reculer. À peine ouvrait-il la bouche pour s'excuser, la réconforter de douces paroles, qu'il s'étouffait, conscient que chacun de ses mots ne contribuerait qu'à empirer la situation. Et au-dessus de la tête d'Helena, c'était Moscou qui pleurait. Encadrée avec beaucoup de soin, une photographie en couleur de la Tverskaya sous une pluie estivale, découpée dans un vieil almanach illustré, était accrochée au mur. Par le passé, au temps de ses errances à travers le métro, l'ensemble des possessions d'Omer se résumait à ses vêtements et à ce cliché. D'autres transportaient dans leurs poches des beautés dénudées sur des pages froissées, arrachées dans la presse masculine. Mais pour Omer, elle ne pouvait remplacer une femme en chair et en os, même pour quelques courtes et honteuses minutes. Alors que cette photographie lui rappelait quelque chose d'essentiel, d'une perfection inénarrable, désormais perdue à tout jamais. Soufflant un « excuse-moi » maladroit, il sortit dans le couloir, rabattit délicatement la porte derrière lui, et se laissa glisser sans force en position accroupie. Sur le seuil de l'appartement voisin, grand ouvert, jouaient deux enfants pâles et rachitiques, un garçon et une fille. En voyant le vieillard, ils s'immobilisèrent. L'ourson en peluche qu'ils se disputaient encore quelques instants plus tôt heurta mollement le sol. « Tonton Nikolai, raconte-nous une histoire. Tu avais promis d'en raconter une à ton retour. » s'écrièrent-ils en se précipitant vers Omer. « Laquelle vous voulez ?» demanda l'intéressé, incapable de le leur refuser. « Celle avec les moutons sans tête !» lança joyeusement le garçonnet. « Non, pas les moutons !» fit la fillette en pleurnichant. « Ils me font peur !»« Laquelle te ferait plaisir, alors, ma petite Tania ?» demanda le vieil homme dans un soupir. « Celle des nazis et des partisans !» intervint le garçon. « Non, celle que j'aime le mieux, c'est celle sur la cité d'Emeraude, » répondit Tania avec un sourire édenté. « Mais je vous l'ai racontée pas plus tard qu'hier soir. Vous préférez pas celle sur la guerre entre la Hanse et les Rouges ?»« Celle de la cité d'Emeraude, celle de la cité d'Emeraude !» reprirent en chœur les deux enfants. « Alors d'accord, » acquiesça le vieil homme. Quelque part, très loin sur la ligne Sokolnitcheskaïa, par-delà 7 stations abandonnées, par-delà 3 ponts effondrés, à des milliers de traverses,
s'étend une ville souterraine magique. Cet endroit est enchanté, et nul homme du commun ne peut y entrer. La cité est peuplée de mages qui sont les seuls capables d'en franchir les portes, dans un sens comme dans l'autre. Et au-dessus de cette ville, à la surface, se dresse une puissante forteresse aux hautes tours, où jadis résidaient ces êtres sages. Et cette forteresse s'appelle l'Iversité, s'écria le garçonnet en jetant en direction de sa sœur un regard triomphant. L'université, acquiesça Omer. Quand advint la Grande Guerre et que des missiles nucléaires plurent sur la terre, les mages descendirent dans leur cité et en enchantèrent les portes pour que les hommes vils qui étaient à l'origine du conflit ne puissent pas les rejoindre. Et ils vivent. Il eut un hoquet et se tut. Héléna se tenait immobile, adossée au chambranle de la porte, et écoutait son histoire. Omer ne l'avait pas entendu sortir dans le couloir. « Je vais préparer ton baluchon, » dit-elle d'une voix enrouée. Le vieil homme s'approcha d'elle et prit sa main. Elle l'étreignit gauchement, intimidée par la présence des enfants. « Est-ce que tu rentreras bientôt ? Tout ira bien ? » demanda-t-elle. Et Omer s'étonna une nouvelle fois, peut-être la millième de sa longue vie, de cet attachement des femmes aux promesses, qu'elles fussent réalisables ou non. « Tout ira bien, » lui répondit-il. « Vous êtes si vieux, mais vous vous embrassez comme de jeunes fiancés, » dit la fillette, le visage déformé par une grimace malveillante. « Et papa a dit que c'était pas vrai, qu'il n'existait pas de cité d'émeraude, » ajouta le garçonnet d'une voix hostile. « Peut-être qu'elle n'existe pas, » répondit Omer en haussant les épaules. « Ce n'est qu'un conte après tout. » Mais comment survivrions-nous sans conte ? Le son de la communication était vraiment très mauvais. La voix qui parvenait à Istomine à travers les craquements et les chuintements semblait familière, comme celle d'un des éclaireurs qu'il avait envoyé vers la Serpoukovskaya. « À la Toulskaya ! On ne peut pas ! Toulskaya !» Son correspondant s'efforçait de lui transmettre un message. « Je vous ai compris, vous êtes à la Toulskaya !» hurla Istomine dans le combiné. « Que s'est-il passé ? Pourquoi vous ne rentrez pas ? Toulskaya ! Ici, il ne faut pas. Je répète, il est important de ne pas... » La fin de la phrase fut couverte par des interférences. « Qu'est-ce qu'il ne faut pas ? Répétez, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire ? Il ne faut pas donner l'assaut, sous aucun prétexte. » Les deux dernières phrases résonnèrent avec une extrême clarté dans l'écouteur. « Pourquoi ? Quelle diablerie s'y trame ? Que se passe-t-il ? » cria le chef de station. Mais la voix ne se fit plus entendre. Une vague de bruit blanc s'abattit sur la ligne. Puis la communication fut coupée. Cependant, Istomine refusait d'y croire, et, agrippé au combiné, continuait à crier « Que se passe-t-il ?